Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Alex Taylor, je suis votre chef de cabine. Au nom de notre commandant de bord qui est ce soir Damien Luce, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous nous assurerons de votre plaisir et de votre confort au cours de ce vol de France Musique, pendant lequel nous allons survoler de nombreux paysages, n'est-ce pas? Dont ceux de Caronte, de New York, d'Aspen et de Traverse City, ainsi que ceux de la Lune. Vos téléphones portables doivent maintenant être éteints, et ce, jusqu'à l'arrivée à notre générique de fin. Veuillez attacher et ajuster votre imagination, redresser votre curiosité, et en vue de notre décollage immédiat, regardez bien le tableau des départs dans les aéroports. Cela fait rêver. Ladies and gentlemen, my name is Alex Taylor, and it is a pleasure to welcome you here on this program, which is France Music. Voyage en moi, majeur, ravi de vous retrouver comme tous les dimanches soirs ici sur France Musique. Je suis carrément inquiet, Damien Luce, parce que vous êtes notre commandant de bord. Oui. Et puis parce que vous êtes pianiste, compositeur, écrivain, comédien, metteur en scène et autrement clown. Est-ce que vous avez vraiment eu le temps d'apprendre le métier de pilote d'avion pour pouvoir nous emmener à bord ? Alors c'est drôle que vous me demandiez ça parce que j'ai pris effectivement quelques cours de Non. pilotage avec mon beau-père qui a un petit Cessna 2 places et que je pilote assez Donc, je régulièrement. pose cette question idiote, mais vous êtes peut-être le premier des invités qu'on n'a jamais eu dans cette émission qui sache piloter un avion. Oui, d'ailleurs vous avez oublié de vérifier les vis-à-vis. Ouais, tout ça. Non, mais tout ça c'est fait. D'accord, ok. Ah oui, non. Et puis voilà. Ça fait quoi de piloter un Cessna alors? Ah, c'est une émotion Vous avez forte. pris les commandes vous-même, tout ça? Ah oui, tout à fait. J'adore ça. Je sais à peu près tout faire sauf atterrir. Hein. Donc si vous venez avec moi, C'est crispant. ne venez pas avec moi parce que vous pourrez décoller, mais on n'est jamais bien sûr qu'on atterrira. décollé, c'est ça comme. Ah, on a déjà décollé. Oui. Donc écoutez, nous allons passer un merveilleux voyage. Vous vous définissez vous-même comment? Oula, je ne me définis pas d'abord. Je me contente de... Mais tout ça vous va. Vous êtes pianiste, compositeur, écrivain, comédien, metteur en scène. Si par pianiste on entend quelqu'un qui fait des concerts, des récitals de piano, oui. Si par comédien on entend quelqu'un qui joue sur scène au théâtre, oui. Par écrivain, quelqu'un qui écrit des livres, effectivement, oui. qui fait des livres, je constate. Voilà. Maintenant, tout ne se fait pas en même temps. C'est chaque travail, chaque activité a Vous vouliez son devenir temps. quoi quand vous étiez petit, à part pilote d'avion? Je me souviens avoir très tôt voulu devenir pianiste. C'est venu en tout comment? cas dans la musique. J'ai commencé le piano à peu près vers l'âge de 8 ans. On nous avait inscrits dans une petite chorale de notre campagne bretonne. Et le professeur de piano, enfin de chant, nous accompagnait au piano et ça m'avait donné envie. Avec votre frère? Oui, ouais, mon frère Renan, oui. Alors, nous allons parler de vos origines, à commencer par votre première escale, parce que vous pilotez l'avion en direction de Caronte-Kellern, c'est ça? Oui, alors en fait, Carentek et Kellern, ce sont deux lieux différents, mais qui sont dans le même département. Enfin, c'est là où j'ai grandi, en fait. Hein. Nous habitions un tout petit bled qui s'appelait Kellern, en pleine campagne, pas très loin de Morlaix, Finistère Nord. Et puis, nous allions très souvent le week-end à Carentek, qui est une petite ville côtière où vivaient nos grands-parents. Et où vit toujours une partie de notre famille, du côté de notre père. Donc c'est un peu le berceau de la famille, et en tout cas le berceau de mon enfance. Survolons ce berceau avec cette musique de Gabriel Dupont.
Une musique de Gabriel Dupont, interprétée par Émile Naoumoff. Des enfants jouent dans le jardin, entre parenthèses, les heures dolentes. Est-ce que cela décrit bien votre enfance avec votre frère? Ah oui, quand je repense à l'enfance, les heures dolentes. Les heures dolentes, non, il n'y avait pas beaucoup de place pour la tristesse à l'époque. Mais en tout cas, les enfants jouent dans le jardin, c'est tout à fait nous. Et puis d'ailleurs, même en dehors du jardin, parce qu'on habitait en pleine campagne, on arpentait les sentiers, on se faisait des cabanes à peu près dans tous les arbres possibles. On allait à vélo. Vous savez, quand on est enfant, on met des cartes à jouer avec une pince à linge là, entre les rayons du vélo pour que ça fasse un gros bruit de moto. Donc on faisait ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Vous n'avez jamais fait ça? Non, quel est le but? Et même encore aujourd'hui, je suis tenté, mais je le fais pas parce que je pense que ça serait un peu honteux. Mais le but, c'est que ça fasse du bruit et qu'on ait l'impression de conduire une moto. Vous voyez, on était tout fiers sur nos vélos et puis la carte jouée coincée entre les rayons, ça faisait un boucan d'enfer. On avait l'impression de conduire une Harley Davidson. Et ces paysages, ça donne envie de partir. Après, moi j'ai grandi en face de chez vous, j'ai grandi en Cornouailles. C'était très beau, j'ai connu les heures de la jeunesse, etc. Mais j'avais qu'une envie, c'est de partir voir autre chose. Est-ce que c'était pareil pour vous? L'envie de partir, c'était plus tard, hein, c'était à l'adolescence plutôt. L'enfance, non, on était totalement immergés dans cette campagne. Et puis surtout aussi, on avait la mer, pas loin. Et c'est là que je voudrais parler de Carantec. Mais Carantec, c'était plus donc côté mer, côté Manche. Et puis Quélern, c'était côté forêt, buissons, arbres et autres villégiatures champêtres. Vous avez répondu à notre questionnaire. Votre moyen de transport préféré, c'est le vélo, justement. Et j'adore le vélo, je fais beaucoup de vélo à Paris. Et vous faites du Vélib, vous aussi? Alors, oui, j'ai mon vélo. Vous êtes du genre, vous, à avoir un vélo pliable? Exactement. Ah je le savais. J'ai un vélo qui se plie et j'en suis très fier. Moi, je suis Vélib, et j'en suis très fier. Ah, mais moi aussi, j'ai une carte Vélib aussi. Ah, oui. Mais vélo, mon moyen de transport préféré, c'est le vélo. Et j'ai une autre technique maintenant depuis peu, je fais vélo plus métro. C'est-à-dire que quand c'est vraiment trop loin, je vais en vélo jusqu'à la station qui me permet de ne pas avoir de changement. Pourtant, vous avez répondu, il me semble que vous n'aimez pas les gens qui descendent dans les grottes. J'ai dit cavernes. Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai pas dit que j'aimais le métro. Mais parfois, c'est le moyen le plus pratique d'aller à son point de destination. Vous voyagez tout le temps maintenant avec vos métiers? Je voyage assez souvent et je vais assez souvent aux États-Unis, à la fois pour y travailler, mais aussi en vacances, parce que ma belle famille habite là-bas. Alors justement, avant de quitter votre lieu d'origine, nous allons écouter votre frère, Mes Racines. Mes racines sont profondes, elles ont traversé l'onde et perforé la pierre d'une fin de terre. Elles ont tissé leur toile sous un ciel sans étoiles et nettoyé par le vent, attiré par devant, au m'a presqu'il accroché par quelques vieux rochers. Je garde une boussole pour revenir sur mes pas, souvenir du ras du sol quand je ne marchais pas. Mes racines sont vivantes comme dans ces terres arides. Elles cherchent la suivante quand une nappe est vide. Elles forcent mon voyage, qu'importe où et quand mon existence péage. Carte moins de 25 ans, les sandwichs sur le pouce, les amphis à l'index, tous ces mots dans la bouche, le corps comme un silex, pour peu que l'on te touche, l'étincelle qui reste. Et mes racines grandissent, une rencontre et puis 10, un regard épuisant. Je regarde, impuissant, le chemin que dessine pour demain mes racines.
sont sonores et leurs échos opposent une vague falaise nord, un Airbus ville rose. Mes racines sont tactiles, reconnaissent à tâtons la douceur du pistil, le ruguet du béton, la peau fine des filles, les griffes d'un chaton. Mes racines olfactives gardent précieusement l'odeur de la lessive dans les jupes de maman. Mes racines sont famille, peut-être pas assez souvent. Pourtant, mon cœur fourmille toujours pareillement. De toc-toc à mon mur, viens dormir avec moi. De cueillettes de murs, de cabanes dans les bois, de vacances tous les 5, crème solaire, belle et saut. C'est à vous que je trinque, avec le verre bien haut. À la prochaine étreinte, je vous attends bientôt. Et mes racines grandissent, une rencontre et puis 10, un regard et puissant, je regarde, impuissant le chemin que dessine pour demain. Mes racines grandissent, une rencontre et puis 10, un regard et puissant, je regarde, impuissant le chemin que dessine pour demain. Mes racines, mes racines, mes racines, mes racines. Mes racines de son album Repenti, votre frère Renan Luce, est-ce que, enfin c'est presque du Gainsbourg, parce que les rimes sont tellement resserrées. J'ai écouté cette chanson, à mon avis, il y a qu'en français que ça marche. Est-ce que vous, vos racines olfactives gardent précieusement l'odeur de la lessive dans les jupes de maman? Est-ce que bien sûr, mais je crois qu'on est nombreux à nourrir le souvenir maternel quand même dans sa vie d'adulte. Moi, ça m'intéresse de frères qui deviennent ensuite créateurs tous les deux. Vous avez commencé à écrire des poèmes ensemble, je ne sais pas, parce que tout ça, c'est très poétique, ce qu'a écrit votre frère, par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, quand on était enfant, on faisait tous les deux de la musique. On a beaucoup joué. Mais c'est venu d'où ? Eh bien, c'est assez mystérieux parce que mes parents ne sont pas musiciens. Et comme je vous ai dit, c'était les cours de chant, et puis on s'est mis au piano tous les deux, et puis on a pris un peu de chemins différents, mais qui sont quand même sur la même carte. Quelle est la part de travailler ensemble ? Est-ce que vous travaillez ensemble maintenant ou pas du tout ? Ça nous arrive des fois. Parfois, je vais sur scène avec lui. Bon, c'est assez rare, mais il y avait eu l'Olympia il y a quelques années où on avait partagé la scène sur 2 chansons. Et sur ses albums, bon, mais je fais des petits arrangements quand il me le demande, mais c'est vraiment son jardin à lui. Donc c'est toujours complexe les relations entre deux frères. Non, je n'ai pas de frère, donc je vous pose la question, mais parce qu'il y a une part aussi de compétition, sans doute, non, entre deux frères, et une part de complicité. Où est-ce que l'une s'arrête et l'autre commence ? Je pense qu'il y a plusieurs étapes dans les rapports entre frères. D'abord, il y a l'étape enfantine où il y a un rapport fusionnel, surtout quand on est très proche en âge, ce qui est notre cas. Et je crois qu'à un moment donné, chacun doit partir vers son horizon à lui. Et puis, il y a une troisième étape qui est celle un peu des retrouvailles, où une fois qu'on a creusé un peu son chemin, et on se retrouve. Et je crois que mon frère et moi, on est un peu près à cette étape-là, à l'étape où on est revenus un peu l'un vers l'autre, et puis on se redécouvre entre guillemets. Alors parlons de vos départs, parce que justement j'ai dit au début de l'émission que il faut bien regarder les tableaux des départs, parce que vous répondez dans le questionnaire que vous aimez bien l'ambiance, l'atmosphère des aéroports. J'aime bien regarder le tableau des départs. Pourquoi D'abord, comme j'ai dit aussi dans le questionnaire, quand j'étais adolescent, j'avais la phobie des avions. Vraiment, j'avais très très peur. Et je crois que ça ajoute
Aujourd'hui, ça ajoute un petit peu à l'excitation que je peux ressentir quand je vais dans un aéroport. J'ai toujours peut-être cette petite appréhension en moi. Mais c'est vrai que bon, c'est assez bateau de dire ça, mais pardon, c'est pas un jeu de mots. Mais de regarder le tableau des départs, oui, c'est vrai de se dire que la personne à côté de soi sera dans quelques heures à Tokyo et puis celle de l'autre côté sera à Miami. Moi, j'aime bien dans les gares, quand ça change, et que ça fait Ah oui, toutes les lettres changent et puis tout d'un coup, il y a d'autres destinations qui s'affichent. Ouais, c'est vrai. Mais j'aime plus les aéroports que les gares, bizarrement. Alors, nous allons quitter notre propre continent, nous allons nous envoler vers les États-Unis, et justement avec cette musique pour parler d'Aspen. Polonaise en la bémol majeur de Chopin, Vladimir Ashkenazy. C'est une musique que vous avez choisie pour parler d'Aspen, où vous êtes arrivé en 1999 durant l'été. Cette musique est liée à Aspen, pourquoi ? Oui, d'abord la première fois que je suis allé à Aspen, c'était avant ça encore. J'avais 15 ans, c'était mon premier grand voyage tout seul. Je suis allé tout seul. C'est dans le Colorado. C'est dans le Colorado, voilà. Et puis c'était au festival, il y a un festival de musique là-bas. Et dans le cadre de ce festival, il y a un stage également où on vient étudier avec des professeurs, la plupart américains d'ailleurs. Et pourquoi est-ce que ça m'évoque la polonaise Fantaisie de Chopin ? Parce que je me rappelle très distinctement avoir travaillé cette musique là-bas, l'avoir jouée en concert. Quand je pense à Aspen, il y a cette musique-là qui me vient, qui résonne encore un peu. On imagine une ville assez snob, c'est une ville de ski, c'est ça ? Ouais. C'est ça l'image. Moi, j'ai jamais été. C'est comment ? C'est une grande destination de ski. C'est comme moi, Courchevel, mais aux États-Unis. C'est un peu ça, c'est un petit peu ça. Alors, je me souviens la première fois que j'y suis allé, je suis arrivé la nuit, et donc j'étais quand même jeune, j'avais 15 ans.
Et donc un peu apeuré quand même, parce que le premier grand voyage, 15 ans, bon, j'étais intimidé, j'avais un peu peur. Et le lendemain matin, je sors et puis je vois ces montagnes autour, ce paysage assez grandiose. Et ça a tout de suite balayé mon appréhension de voyage seul. Il y a une autre raison, vous le citez vous-même, c'est que vous avez rencontré la personne qui partage votre vie aujourd'hui. C'est ce que vous avez mis dans le questionnaire. Tout à fait. J'imagine que cette ville est dans quelles circonstances, si je peux, parce que justement, c'était en 99. Alors, évidemment, hein, c'était après. Hein, et elle participait également à ce stage, à ce festival de. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je la rencontre. Je me souviens très très bien. J'étais en train de travailler mon piano, bien sûr, et à côté de la salle de travail, il y avait une espèce de petit pré comme ça, et elle a traversé le pré, elle est venue, puis j'ai rencontré là, sur ce petit pré dans l'école de musique. C'est très romantique, n'est-ce pas? Mais Aspen, c'est un cadre assez extraordinaire pour les jeunes musiciens qui viennent étudier là-bas, parce que c'est une école qui est en pleine nature. Et une école qui, les salles de travail, ce sont des petites cabines en bois au milieu de la forêt. De temps en temps, il y a des ours qui passent, on doit fermer la porte parce qu'il y a un ours dehors et qu'il faut surtout pas sortir. Et puis alors dans ces petites cabines, il y a un piano à queue. Dans chaque cabine, il y a, je sais pas, peut-être une centaine de petites cabines comme ça en bois, avec un piano à queue dedans. Et on travaille, on est en pleine nature, il y a un ruisseau qui coule pas loin. C'est un cadre vraiment extraordinaire pour la musique.
nous allons quitter Vladimir Ashkenazi. C'est vous qui avez pointé le moment où il fallait quitter. Oui, attendre la fin de la phrase. Voilà. Donc, nous quittons aussi le milieu très romantique d'Aspen pour votre escale suivante. Ce sera à New York. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'y ai vécu d'abord. Et il y a un lien d'ailleurs avec cette polonaise fantasy qu'on vient d'entendre. C'est parce que c'est une de ces... Ça fait partie des œuvres que j'ai jouées pour mon concours d'entrée à la Juilliard School à New York. Et donc New York, évidemment, une ville importante pour moi parce que d'abord j'y ai vécu et puis j'ai aimé cette ville. Alors j'étais dans l'internat de la Juilliard School, donc c'était sur la 66e rue. Il y a une tour qui s'appelle The Rose Building et où il y a l'internat de l'école. J'avais une chambre au 27e étage, je me rappelle, avec cette vue que sûrement je n'aurais plus jamais dans ma vie, hein, une vue comme ça sur Manhattan à l'époque où il y avait encore les tours. Est-ce que je peux vous poser une question ? Parce que moi, c'est une ville qui m'a ému. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai pris le Staten Island Ferry, le ferry, c'est, je sais pas, 30 ans, et je me retourne tout d'un coup et je vois tous ces gratte-ciel, y compris les 2 tours qui ont disparu depuis. Et j'ai pleuré. Je me dis, le fait que l'homme, aussi petit, ait pu grandir. Alors, je me suis toujours demandé, est-ce que ça fait le même effet quand il y a un bébé ? Parce que moi, je suis toujours allé à New York pendant 4-5 jours et puis je suis reparti après. Quel effet est-ce que ça fait de vivre dans cette métropole ? D'abord, moi, j'ai eu la même sensation le jour où je suis arrivé et d'avoir pris ce Staten Island Ferry justement pour aller voir la Statue de la Liberté. En plus, ça coûte 50 centimes. C'est vraiment une façon de voir New York pour ceux qui ne connaissent pas. Ah oui, c'est vraiment épatant. Et puis, c'est vrai que quand on se retourne sur Manhattan et qu'on voit cette masse comme ça de buildings, alors après, ce n'est qu'un aspect de New York. Je pense que quand on vit à New York, on apprend à voir les différents visages de cette ville. Et lesquels ? Moi, par exemple, j'aime beaucoup les rues du Upper West Side, où là, au contraire, ce sont des immeubles quasiment londoniens, avec des immeubles qui font peut-être 4-5 étages, et en briques rouges, avec des escaliers, comment on appelle ça, des perrons, qui viennent mourir sur la rue, comme ça, avec des arbres. Il y a énormément d'arbres à New York, dans les rues. Les rues sont vraiment plantées d'arbres avec plein de ginkgo, ginkgo biloba qui est un de mes arbres préférés. Et c'est justement un de ces visages de New York qu'on voit quand on vit là-bas. Est-ce que c'est vraiment une ville des jeunes ? C'est une réflexion que je me suis fait. Je suis allé à New York il y a 2 ans et tout d'un coup, je me suis dit, c'est définitivement trop vieux pour New York. Maintenant, c'est une ville où, quand on a 20 ans, 30 ans, quand on est dans la mouvance, c'est bien, mais est-ce que c'est une ville que pour les jeunes ? Je ne pense pas, parce que c'est vrai que moi, ce qui me plaît dans cette ville, c'est une énergie pile. Voilà, je me sens toujours assez créatif là-bas, ça me donne une énergie folle. Une vie 24 heures sur 24. Oui. Le nombre de magasins, on peut acheter des trucs à 4 heures du matin. Exactement, ça c'est extraordinaire. Enfin, après, je sais que soit on déteste, soit on adore, je pense, New York, il n'y a pas d'entre-deux. Mais pour répondre à la question, moi j'ai des amis là-bas qui n'ont plus 30 ans et qui adorent cette ville, qui vivent là-bas, qui sont des New-Yorkais convertis et qui justement aiment, même s'ils ont 60, 70 ans, qui justement aiment le fait qu'il y a une vie culturelle extrêmement riche et qui se sentent bien dans cette ville. Donc je ne pense pas que ce soit une ville réservée à la jeunesse. Est-ce qu'elle a beaucoup changé ? Est-ce que c'est une ville moderne ou est-ce que c'est une ville... Parce que quand on voit à Manhattan aussi, quand on arrive de l'aéroport, c'est curieux parce que ça fait un peu aussi une ville... où on voit l'espoir du début du siècle et on se dit c'est peut-être une ville entre la nostalgie et une ville entre l'avenir. C'est une ville moderne ou pas ? Ça dépend à quel point de vue. C'est vrai que c'est pas une ville moderne dans le bâtiment, par exemple. J'ai jamais été impressionné par la modernité des immeubles new-yorkais. Au contraire, c'est assez parfois pas vétuste, mais non, je dirais pas que c'est une ville moderne. Je dirais que c'est plutôt une ville culturelle. C'est-à-dire qu'il y a une vie musicale, par exemple, extraordinaire avec ce Lincoln Center là, avec l'opéra, le Avery Fisher Hall, le New York City Ballet, qui sont tous au même endroit. Et c'est ce que j'ai aimé justement en vivant là-bas et en étant dans le cœur du Lincoln Center à la Juilliard, c'est qu'on avait l'impression d'être immergé dans cette vie musicale new-yorkaise.
Vous écoutez Voyage en Moi majeur ce dimanche soir avec notre commandant de bord Damien Luce qui a choisi pour parler de New York Mozart, concert pour piano numéro 17 en sol majeur. Et là c'est par Mare Paria. Pourquoi cette musique pour parler de New York? C'est un de mes plus beaux souvenirs de concert de New York, de l'époque où je vivais là-bas. J'ai vu Murray Perahia en concert jouer ce concerto-là, le 17e, et le diriger aussi. C'était avec l'orchestre de St. Martin in the Field. Et c'était magique et j'ai vraiment ça m'a ému, ce concert m'a ému, c'est un beau souvenir et en plus j'ai eu vraiment la chance de participer, de jouer lors d'un masterclass avec Murray Perahia. Murray Perahia a donné une masterclass à la Juilliard en 2000. Qu'est-ce qui vous a appris? Justement, je jouais du Mozart. Je me rappelle, je jouais une sonate de Mozart en si bémol majeur, et je me rappelle qu'il a beaucoup parlé d'harmonie, que c'était quasiment l'interprétation par l'analyse harmonique, et c'était passionnant. Et c'était aussi vraiment un gros moment de mon époque là-bas. Vous avez parlé du Juilliard. J'imagine que vous avez fait pas mal de rencontres intéressantes aussi sur place. Oui. Ce serait vraiment, la liste est longue, mais c'est vrai que quand on est là-bas, on a l'occasion de rencontrer énormément de musiciens extraordinaires et des gens que je continue à voir aujourd'hui. Il y avait David Kralsheimer, le pianiste David Kralsheimer qui était dans la même classe que moi. On s'est connus là-bas. Il y avait Francesco Tristano et puis des tas de on imagine ces classes remplies de prodiges. Comment ça se passe? Ce sont des jaillissements de créativité partout. Oui, mais bon, il faut pas oublier que on est jeune quand on est là-bas, et puis justement. On profite aussi de New York. On n'est pas nécessairement cloué à son piano. Je pense que être là-bas, c'est pas seulement faire partie de la Juilliard, c'est aussi vivre dans cette ville, sortir, aller au concert, et puis il y a une certaine convivialité. Alors évidemment qu'il y a un sens de la compétition, mais c'est une émulation que moi je trouve plutôt bienvenue. Est-ce que c'est une ville un peu comme Paris qui est devenu parfois... On imagine que New York est devenu un peu riche maintenant. Est-ce que les jeunes peuvent s'amuser toujours autant, ou est-ce que c'est une ville un peu plus à l'image de Barcelone ou Berlin, où les jeunes peuvent toujours encore se payer des sorties Non, je pense que c'est un peu comme Paris. Il y a toujours moyen si on veut vraiment aller au concert, si on veut vraiment aller au musée, on peut. Il y a des tas de moyens, il y a des tas de surtout pour les jeunes, hein, il y a des billets de concert très bon marché. Et puis il y a plein de concerts gratuits aussi. C'est un peu comme Paris. À Paris, il y a des tas de concerts gratuits dans les églises, dans des petits lieux. Où est-ce que vous vous sentez chez vous? Aujourd'hui à Paris, hein, bien sûr, puisque j'y vis. Je me sens chez moi, chez mes parents. Hein. Je pense que on se sent toujours un peu chez soi quand on est chez ses parents. Alors c'est un petit peu spécial quand même, parce que mes parents ont déménagé. Ils n'habitent plus du tout en Bretagne. Ils sont à Perpignan maintenant. Je me sens pas chez moi spécialement à Perpignan, parce que j'y ai jamais vécu. J'y ai pas grandi. Mais en revanche, quand je suis avec mes parents, où que je sois, je me sens chez moi. Alors pour finir de parler de New York, vous avez souhaité aussi du Errol Garner. Oui, j'ai ce souvenir de marcher dans les rues de New York la première fois où j'y suis allé avec ce disque en écoutant Errol Garner. Donc c'est The Way You Look Tonight. Voilà. On ne peut plus américain.
Voilà, c'est du Harold Garner que vous avez choisi, Damien Luce, pour parler de New York. Il y a une réponse. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous venez de vous taper contre la joue. J'ai parlé quand il fallait pas, donc je me suis giflé pour me punir. Mais il ne faut pas faire ça, vous inquiétez pas, tout va bien. Vous avez répondu à notre questionnaire en disant que vous écrivez dans les transports. J'ai cette théorie que notre cerveau est plus créatif lorsque nous sommes en mouvement. Quelque chose en nous se déclenche. C'est à cause de l'oscillation, c'est ça? Oui, j'ai toujours l'impression que quand je Donc, suis en mouvement... vous écrivez quelque chose? Vous êtes dans le... Oui, j'écris bien dans les avions, dans les trains. Parce que oui, j'ai toujours cette impression que le fait de se déplacer, on a une créativité qui se déclenche. C'est assez étrange. Mais non, parce qu'on est plus réceptif à la présence d'autres personnes autour, des événements, que si on restait chez soi, c'est ça? Peut-être, il y a un côté fuyant, on n'a pas le temps de... Peut-être que l'esprit ne se repose pas, la poussière ne retombe pas au fond. Vous voyez, la poussière de l'imagination est agitée. Vos œuvres, par exemple, Le Chambreleur, ou là, le Cyrano de Boudouk, c'est un roman que vous avez écrit, variation sur le thème du comédien, qui est sorti l'année dernière. Vous avez écrit en mouvement. Ah il y a sûrement une bonne partie du livre qui a été écrit dans des avions, dans des trains, dans des moyens de transport, ça c'est sûr. Et d'où viennent vos idées? Parce que c'est quand même une idée assez farfelue, l'idée de Cyrano de Boudou. C'est l'histoire d'un souffleur qui s'est endormi. Le souffleur, ça commence comme ça. Hein. Le souffleur pour la Comédie Française, pour Cyrano de Bergerac en 1912, qui s'endort au milieu de la tirade du nez, alors que l'acteur a un trou de mémoire. Et l'idée du roman, c'est que c'est l'histoire d'un clown qui veut jouer Cyrano de Bergerac en clown. Voilà. Mais l'idée est venue d'où? L'idée est venue à la fois de ma passion pour Cyrano de Bergerac, donc la pièce, et puis de ma passion pour le clown, pour cette discipline théâtrale qui m'est chère. Alors c'est justement le spectacle que vous donnez à partir de... ça a commencé en février, ouais. Et c'est au Théâtre des Variétés. Attention, un nez peut en cacher un autre. Oui, c'est Cyrano de Bergerac, donc la pièce d'Edmond Rostand, le texte de Rostand, mais mis en scène à la sauce clownesque. Donc tous les personnages sont des clowns et tout en respectant. C'est remarquable. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez déjà aller sur le site pour regarder quelques extraits. Est-ce que c'est facile de mettre en scène des clowns? Ou est-ce que c'est des conventions qui sont figées? C'est pas facile parce que il faut trouver le juste équilibre entre le clown et le texte. Parce que normalement, un spectacle de clown, un clown vient pour s'exprimer, on lui laisse carte blanche et puis il laisse libre cours à son imagination, à sa folie clownesque. Or là, on a quand même une histoire à raconter qui est celle de Cyrano de Bergerac, mais chaque personnage doit quand même s'exprimer et exprimer son clown. Donc trouver l'équilibre. Comment vous mettez ça en scène alors justement? Il faut venir. Il faut venir nous voir. Comment? Beaucoup de musique d'abord. Chaque personnage, donc on a gardé les personnages principaux de Guiche, Cyrano, Roxane, Christian, de Guiche, Le Bret. Il y a deux musiciens, un accordéoniste, une harpiste, et c'est un spectacle qui se veut burlesque. Donc on a gardé du texte les scènes clés et on les joue à la manière burlesque avec beaucoup de jeux physiques, beaucoup de danse, beaucoup de musique. Alors, c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'au mois de juin? Jusqu'au fin juin, le 29 juin, au Théâtre des Variétés. Alors, Cyrano de Bergerac, donc Théâtre des Variétés. Pendant que vous parlez, vous pilotez notre avion, on reste aux États-Unis, parce que nous allons à Traverse City. Vous êtes le premier de nous inviter à avoir choisi Traverse City. Je dois dire que je ne sais même pas où c'est Traverse City. C'est dans le Michigan, au bord du lac Michigan. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ce qu'il y a de spécial, c'est que c'est la ville de ma belle famille, donc j'y vais très souvent. Et pourquoi quel nom pour une ville, Traverse City? C'est vrai, la c'est City étrange, des Traverses. Oui, je ne sais pas d'où vient le nom exactement. Et en tout cas, c'est une fort jolie ville au bord du lac, très pittoresque, très calme. L'été, il y a un festival de la cerise. C'est complètement bizarre. Soi-disant, c'est la capitale de la cerise. D'ailleurs, l'aéroport de Traverse City, on se demande, mais ça s'appelle Cherry Capital, l'aéroport. Ils sont très fiers de ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon, indépendamment de la cerise, c'est un endroit où j'aime aller parce que je m'y ressource et je romps un petit peu avec mes habitudes parisiennes et ça me fait beaucoup de bien.
Alors décrivez un peu, c'est quoi, c'est le style États-Unis avec des maisons en bois ou c'est quel style? C'est un petit peu ça, un centre-ville, c'est petit, hein, c'est une petite ville. Alors l'été, c'est très quand même touristique, il y a beaucoup de gens qui viennent l'été. Chercher les cerises. Ouais, c'est chercher les cerises. C'est donc au bord du lac, donc il y a beaucoup d'activités nautiques, du bateau, et puis il y a aussi beaucoup bien sûr de randonnées. Il y a des forêts un peu partout. Quand on survole Traverse City, en fait, on voit quasiment uniquement des arbres. Moi, j'aime ça. Des cerisiers, j'imagine. Oui, beaucoup de cerisiers, mais pas seulement, hein, des sapins. Et puis l'hiver, il y a beaucoup de neige. Donc ça me permet, quand j'y vais l'hiver, de retrouver un peu la neige, chose qui est plus difficile à Paris. Et puis surtout de goûter un peu la solitude également. Alors c'est pour ça que vous avez choisi Debussy en bateau. Oui. Pour parler de Traverse City. En bateau. Debussy en bateau, petite suite pour piano à 4 mains. Là, c'était Olivia Garnier et Pietro Galli. Damien Luce, juste pour reprendre le questionnaire, votre plus mauvais souvenir de voyage, c'était Venise. Vous aviez 17 ans, pourquoi ? Parce que je me souviens qu'on était dans une caravane, petite caravane dans un camping rempli d'insectes et de poussière et sûrement d'acariens. Voilà, à tel point on ne dit pas assez, mais Venise, c'est souvent... Moi, j'ai souvenir d'être dans un parking de Venise avec mes parents quand j'étais jeune, et tout d'un coup, le parcours était rempli de moustiques. C'était... Oui. Voilà. Ah oui, c'est un peu le même genre de souvenir. Moi, heureusement, il n'y a pas eu que ça, mais c'est vrai que ça, c'était pas reluisant. Alors, la ville qui vous a le plus étonné en Europe, c'est Malte, à cause de ses chats errants.
Oui, c'est étonnant. À Malte, il y a des chats un peu partout, des chats sans maison, mais qui sont dans une forme extraordinaire parce que les gens s'en occupent. Et alors ils viennent les nourrir. Alors ils sont là, on voit ces chats qui ont l'air de pachas, bien nourris, et qui sont là en train de se prélasser au soleil. Donc comme j'ai une passion pour les chats, ça m'avait plu. Alors, votre dernière destination sera la Lune. Ouais. Vous êtes le premier à nous proposer une telle destination. Pourquoi? Parce que j'y suis souvent déjà. Et puis parce que ça c'est un petit peu ma vie personnelle, mais pour m'endormir souvent le soir, je m'imagine que j'ai une station lunaire sur la face cachée de la Lune. Donc j'y vais et c'est assez, je le conseille, ça marche bien, de se construire une station lunaire sur la face cachée de la Lune et s'y rendre le soir quand on essaye de dormir. Je suis bouche bée parce que je ne sais pas quelle question vous posez, parce que c'est bizarre quand même, non? Vous trouvez? De créer parce que vous avez du mal à dormir. Si vous Ça m'arrive, apportez oui. des choses pareilles. Ouais, ça m'arrive. Donc c'est une manière de m'évader. Et, Ça oui. Ah oui, ça oui. Là, personne ne vient, Qu'est-ce ne vient jamais me qu'est-ce chercher. qui se passe dans votre station lunaire alors? Ah bah il se passe rien. J'y suis. Alors j'organise un peu les Non, choses. vous parlez sérieusement, vous avez ça dans la tête et vous vous Ouais. imaginez sur la Lune. Ouais. Mais la face cachée. Il faut que ça soit la face cachée. C'est très Il n'y a important pas parce que beaucoup de lumière. oui, puis on voit plus la Terre, c'est bien, et personne vient nous embêter. On peut pas nous observer de la Terre Vous y êtes parce que seul? j'y suis seul. Oui, j'y suis seul. Et que vous vaquez à quel genre d'occupation? Bah, j'organise ma station. Hein. L'autre jour, j'ai encore ajouté une aile. Et puis voilà, j'essaye de construire un peu mon habitat là-bas. Ça prend du temps quand même. Hein. Mais il faut dire aussi que quand j'étais petit, ma chambre était. Votre frère a des lubies pareilles ou il n'y a que vous dans la je ne famille sais qui pas. imaginez des choses pareilles? Vous lui en avez parlé? Est-ce que vous avez parlé d'ailleurs à quelqu'un de ce... Non, pas vraiment d'ailleurs. Hein. Je me rends compte que je suis en train de me confier là un petit peu. C'est pas grave, vous le coupez au montage. Pas du tout. C'est le morceau que vous avez regardé le plus. Et puis je vous rappelle que c'est une émission en direct, malheureusement, donc on peut rien couper. Alors, dites-nous juste vos sites. Donc, si on veut savoir des choses sur vos lubies, on va sur damienluce.com. Et sinon, le site de votre spectacle Cyrano de Bergerac. Cyrano Clown, en un mot, au singulier.com. Alors, nous allons terminer aussi pour parler de la Lune, avec Debussy, le clair de lune, bien sûr, mais ça nous permet de parler de votre prochain spectacle, qui sont les soliloques de Debussy. Ouais, ça s'appelle Debussy seul en scène. C'est un spectacle donc autour, bien sûr, de Claude Debussy. J'ai bâti, à partir de la correspondance de Debussy, un texte que je vais interpréter sous forme de monologue, donc interpréter le rôle de Debussy, en jouant aussi sa musique, un peu de sa musique au Vous êtes piano. basé sur quoi? Uniquement sur les lettres de Claude Debussy. Elles ont été publiées chez Gallimard. C'est un gros livre avec toute sa correspondance. Et il écrit à toutes sortes de gens. Stravinsky, évidemment sa femme, à sa fille. Et à partir de ces lettres, j'ai construit un texte. Et ça permet c'est une plongée dans l'intimité. Dans la peau de Debussy, c'est comme Oui. ça? Vous construisez un texte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai rassemblé toutes ces lettres et j'ai rédigé à partir de ces lettres un texte que je vais interpréter en jouant le rôle de Debussy, donc en incarnant Debussy, interprété sur scène et en jouant aussi du piano par la même occasion. Et ce sera pour quand? Probablement la saison prochaine. Alors, Damien Luce, merci beaucoup d'avoir piloté notre avion. Nous allons terminer justement avec Debussy, Clair de lune.
C'était Debussy, Clair de Lune, Aldo Ciccolini que vous avez connu. Vous avez rencontré une fois parce que vous avez joué dans le même concert. Je l'ai croisé très brièvement, c'était à Lille. Je jouais à l'Opéra de Lille à un concert autour de l'enfance avec l'histoire de Babar de Poulenc. Et donc je jouais l'après-midi, il jouait le soir. Donc je l'ai croisé devant l'opéra et je lui ai simplement dit que la place était chaude. Alors, Damien Luce, vous êtes entraîné vous-même à faire des annonces. Donc je vous propose de faire la désannonce l'émission. C'est vous qui allez faire ce que fait un commandant de bord dans un avion. En fait, vous allez nous dire au revoir. Voilà le texte, vous découvrez en direct. Mais attendez que Fabien Fleurat vous fasse signe sur les bruitages d'avion. Voilà, allez-y. Mesdames et messieurs, en vue de notre proche atterrissage, veuillez redresser votre imaginaire et raccrocher votre curiosité. Au nom de toute l'équipe, avec aux commandes Fabien Fleurat, notre réalisateur, Maude Nourri, l'assistante de production, et Philippe Palares à la technique, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et nous espérons vous revoir la semaine prochaine sur un autre vol de France Musique. Donc voilà, vous êtes un commandant de bord parfait. Merci beaucoup, Damien. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à Toronto. Veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet. L'appareil est terminé.